Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV, c'est l'heure du journal et voici les titres. Coronavirus, Thiès dispose désormais de son unité de dépistage. L'unité installée ce vendredi sera opérationnelle dès la semaine prochaine selon le ministre de la Santé. 37,8% des Sénégalais vivent dans la pauvreté. Enquête de l'ANSD entre 2018 et 2019, les femmes les plus touchées ne baissent pas pour autant les bras. Nous le verrons dans le reportage de Boubacar Dia. Campagne hivernale, Kolda fixe ses objectifs. Les acteurs se sont réunis pour identifier les forces et les faiblesses dans un contexte pandémique. Crise sociale politique au Mali, toujours le statu quo après la médiation des chefs de l'État de la CEDEAO. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. La pauvreté, une réalité au Sénégal. Selon une enquête de l'ANSD de la période 2018-2019, souvent les femmes se décarcassent pour nourrir leur famille. Elles sont les plus touchées par ce phénomène de pauvreté et parfois elles sont à moins de 500 francs par jour. Si elles ne s'adonnent pas à de petits commerces, pour beaucoup, la tabaski ne sera pas facile. Suivons le reportage de Boubacar Dia. Une ambiance bon enfant règne à la cité Bissap. Des enfants jouent. À côté, Aminata Sow gère son petit commerce depuis 15 ans pour subvenir à ses besoins. Difficile à croire, mais je n'arrive pas à avoir 500 francs si je n'arrive pas à vendre le petit déjeuner. Dans ce restaurant, tout le monde est à la tâche pour le menu du jour. Tuba Babou est restauratrice depuis une trentaine d'années. Cette veuve a perdu ses 2 enfants, 2 soutiens de famille. Actuellement, elle essaye de joindre les 2 bouts. D'ailleurs, c'était très difficile avant et maintenant c'est pire. Avec cette crise, je n'arrive même plus à vendre mon petit déjeuner. Avec la tabaski qui approche, ma famille n'a même pas encore un seul mouton. Issa Diouf est restauratrice aussi. Pour faire face aux difficultés économiques, elle et son mari conjuguent leurs efforts. Mon mari se débrouille tout comme moi. Parfois on rentre avec un peu d'argent, parfois non. Selon une enquête menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, entre 2018 et 2019, 37,8% des Sénégalais sont pauvres, une pauvreté qui sûrement sera accrue avec la pandémie. D'après le chef de l'État, la croissance pourrait chuter à moins de 1% dans la période post-Covid-19. L'évaluation de l'impact de la COVID-19 sur les femmes rurales s'impose. Selon Dr Oumou Koulibaly, la spécialiste du genre estime qu'il y a une réelle baisse de revenus chez les femmes rurales. À ses yeux, les autorités étatiques doivent en tenir compte pour mieux les appuyer. Elle est au micro de Sophia Ba. Les leçons à retenir par rapport à cette situation-là, cette pandémie-là, je pense qu'il faut d'abord évaluer l'impact. Je pense qu'actuellement, on a des éléments qui nous reviennent du terrain, mais on a besoin quand même d'évaluer l'impact. Évaluer l'impact pour savoir aussi comment, pour mesurer la façon dont les femmes ont été réellement impactées. Malgré tout, on peut quand même faire des hypothèses parce qu'on sait que les femmes, surtout les femmes rurales, sont les moteurs de la résilience et de la relance économique. Et ces femmes-là sont fortement impactées dans leurs activités économiques, dans les systèmes alimentaires, mais aussi elles sont en première ligne pour faire face aux baisses de revenus des hommes. Donc ces femmes sont fortement impactées par la Covid. Et ces impacts-là, cette chaîne de conséquences-là, risquent de précariser davantage leurs droits, parce qu'on sait que les femmes rurales ont peu accès aux ressources productives. Et que cette situation-là, cette baisse de revenus-là, les contraintes entraînées par cette maladie-là, mais aussi les urgences sanitaires, vont faire que
peut-être les besoins des femmes risquent de passer à la trappe et de ne pas être une priorité pour les acteurs. Dr Oumou Khairi Koulibaly était l'invité de la matinale de e-radio. Elle était en face de Alassane Samba Diop avec la sociologue Fatou Soussar. Fatou Soussar qui confirme les conséquences jugées désastreuses pour les femmes, les conséquences de la pandémie de coronavirus. La sociologue ne s'arrête pas là, elle fustige aussi la gestion du fonds Force Covid-19. Écoutez. Elles ont perdu tous les moyens parce que c'était des femmes qui vivaient au jour le jour et qui avaient une charge importante au niveau de leur foyer. Elles n'arrivent plus à commercialiser, elles n'arrivent plus à avoir accès aux matières premières qui leur permettaient de s'en sortir. Et elles ont même perdu leur emploi. Figurez-vous que même pour les domestiques, à un moment donné, les familles ont été obligées de se séparer des domestiques. Celles qui ne pouvaient pas être confinées dans leur maison de travail parce qu'elles avaient de petits-enfants chez elles et qu'elles faisaient les allers-retours, ont été obligées de rester chez elles et de perdre. Figurez-vous, une domestique qui gagne à peine 50 000 francs et qui n'a plus ses ressources. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est la même chose pour les vendeuses. Vous savez tous que Dakar, on a vu les ventes d'aliments de rue, celles qui vendent le couscous, qui n'arrivent plus à écouler même pas le quart de leur production initiale. Donc l'impact a été désastreux au niveau de ces femmes. Et de manière globale, comme je dis, nous avons notre réseau, le RASEF, et nos bénéficiaires de nos crédits, on a eu moins ce mois-ci, parce que pendant 6 mois, les premiers bénéficiaires, en tout cas les précédentes, n'ont pas pu rembourser parce qu'ils n'ont pas eu d'activité. Donc il y a sur toute une chaîne, au niveau familial, au niveau des activités économiques, au niveau des organisations des femmes, la situation est désastreuse et malheureusement, l'approche fonds Covid, etc., n'a pas pensé de manière générale. On a juste pensé à donner quelques vivres. Or, il ne s'agit pas de penser à la femme du point de vue social, mais il faut penser à la femme comme agent économique. Détection du coronavirus, Thiès autonome dès la semaine prochaine. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a assisté à l'installation de l'unité ce vendredi. Abdoulaye Diouf Sarr demande par ailleurs aux populations des régions de Thiès, Diourbel et Dakar de se déplacer le moins possible pour la fête de Tabaski. Selon le ministre, la maladie est en train de gagner du terrain dans ces zones. Isidore Alexandre Sen. Nous sommes présentement à Thiès, au niveau du laboratoire national de santé publique, qui occupe une place centrale dans le dispositif du système de santé. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, en compagnie de l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait effectivement un don très important au Sénégal de kits de prélèvement, mais aussi de kits de test. L'OMS est le partenaire majeur du Sénégal en matière de santé publique, mais aussi est la tête de file des partenaires techniques et financiers. Et de ce point de vue-là, depuis le début de la pandémie, même au-delà, sur l'ensemble des actions de santé publique, l'OMS est à nos côtés. C'est le lieu, au nom du chef de l'État, de remercier Madame la représentante résidente de l'OMS au Sénégal pour son engagement qui ne nous a jamais fait défaut. Autre élément important, nous allons vers la fête de la Tabaski. Et la fête de la Tabaski ne doit pas être une occasion de propagation et de dispersion de la pandémie dans le pays. C'est pourquoi la recommandation forte que nous faisons, c'est que chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise fête la Tabaski là où il est et qu'il y ait le moins de déplacements possible. Ça va nous éviter une dispersion très importante de la maladie qui peut nous créer des problèmes après. Le Sénégal a enregistré 4 nouveaux décès aujourd'hui dus au coronavirus et 156 nouveaux cas, suivant le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention pour le point du jour. Sur 1602 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,74%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 122 cas contacts suivis par nos services, 34 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre localités ou quartiers suivants.
Saint-Louis en a 4, Guédiawaye 3, Joal 2, Mbao 2, Thiès 2, Ziguinchor 2, Cambérène 1, Cité Soprim 1, Diamniadio 1, Diourbel 1, Golfe Sud 1, Grand Yoff 1, Pikine, Grand Yoff, Kaffrine 1, Keur Massar 1, Kolda 1, Matam 1, Mermoz 1, Oussouye 1, Patte d'Oie 1, Point 1, Pout 1, Rufisque 1, Sacré-Cœur 1, Scat Urbam 1 et Yeumbeul 1. 121 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 49 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce jeudi 23 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. Et puis, saison des mangues, la Fondation Origine Sénégal déplore ce qu'elle appelle la pression foncière et le manque d'eau dans la zone des Niayes. Sangalkam a accueilli la cérémonie consacrée à la Journée internationale de la mangue. Reportage Babacar Seck. La Journée nationale de la mangue a été une occasion pour les acteurs de la filière pour lister les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Parmi elles, la pression foncière qui laisse peu de place aux exploitations agricoles. Monsieur le ministre de la collectivité territoriale, je pense que votre zone faisait partie des zones les plus productives au niveau du Sénégal pour l'exportation. Malheureusement, je peux dire malheureusement, aujourd'hui, tout a disparu et on a à la place des maisons. C'est vrai qu'il faut un toit, mais il faut manger aussi. Il faut un toit, mais il faut des forêts aussi. Il faut un toit, mais il faut des plantations. La plus grande quantité de mangue destinée à l'exportation est produite dans les Niayes. Cependant, la lancinante question du manque d'eau dans la zone risque de ralentir la production. La rareté de l'eau pour l'irrigation. Monsieur le ministre, les producteurs des Niayes m'ont quasiment élu comme avocate pour parler de l'eau dans les Niayes. Nous avons un sérieux problème. À Bertilan, il y a 8 forages. Il n'y en a que 2 qui marchent. Au niveau de Tcharoy, 10 forages qui peuvent faire 15 000 mètres cubes d'eau jour. Et aujourd'hui, dans les Niayes, il n'y a quasiment pas d'eau. Et c'est là le gros problème des producteurs maraîchers des Niayes. L'État du Sénégal va s'atteler à la levée des contraintes en commençant par l'eau. Et je dois dire à Mme Hachen, qui est votre avocate, qui a parlé des contraintes comme l'eau, que nous allons, Monsieur le ministre et moi-même, porter ce plaidoyer au niveau de notre collègue en charge de l'eau, mais aussi au niveau du Conseil des ministres. Pour clore la journée, un protocole d'accord a été signé entre la coopération allemande et la Fondation Origine Sénégal Fruits et Légumes pour soutenir la filière mangue. Campagne hivernale, Kolda fixe ses objectifs. Les acteurs se sont réunis pour identifier les forces et les faiblesses. Dans un contexte pandémique, Sodagri annonce une innovation de taille, la digitalisation du système d'exploitation de l'ensemble des périmètres aménagés. Seydou Diatta. La courbe de l'exploitation et de la production n'a cessé d'évoluer de manière ascendante au niveau du bassin de l'Anambé ces 8 dernières années. Saison après saison, les producteurs manifestent davantage la volonté de réaliser l'atteinte de l'autosuffisance en riz grâce au soutien à l'accompagnement de l'État du Sénégal. Comme à chaque période pré-campagne, une rencontre d'échange et de partage pour évaluer les forces et les contraintes demeure nécessaire afin de dégager les perspectives et fixer les objectifs. Nous avions besoin, avec tous les acteurs, les producteurs, nos partenaires financiers, les structures décentralisées de l'État, les autorités administratives, les maires, de discuter ensemble sur l'organisation de cette campagne 2020-2021 pour laquelle l'État a beaucoup d'ambition. Donc nous avons voulu, en tout cas jugé nécessaire,
de mettre le doigt sur les contraintes et de voir ensemble comment essayer de résoudre ça. L'option irréversible prise par l'État du Sénégal pour matérialiser la mécanisation et la modernisation du secteur de l'agriculture suscite une lueur d'espoir. Mais les cailloux encore sous les bottes des producteurs demeurent les difficultés d'accès au crédit. Nous nous sommes organisés pour aller en contre-saison. Mais lorsque nous avons labouré et semé sans que la banque n'intervienne, nous avons autofinancé nous-mêmes, producteurs. Nous avons pris l'initiative de continuer cette contre-saison sans l'accompagnement de la banque. Les banques qui sont là, le crédit, pour le trouver, c'est très difficile, c'est lent et ils donnent toujours le crédit en retard. Parce qu'il faut aller chez les notaires. Donc il y a tous ces paramètres-là qui font que le paysan ne réussit pas. Il faut comprendre le système du crédit avant d'en parler. Ici, les gens confondent l'obtention de le retrait d'argent pour le crédit, alors que le crédit, il y a des choses en amont et des choses en aval. On finance sur confiance et on finance sur dossier. Dire le projet est bancable ou ne pas bancable. Mais ici, ils ne présentent même pas de projet. Ils viennent oralement te dire que voilà ce que je veux faire, alors qu'une banque travaille sur document. Pour un bon suivi du comportement des cultures, la Sodagri entend miser sur la digitalisation de certains paramètres, a informé le directeur technique Abdoulaye Daf. Pour cette présente campagne, nous avons recruté près de 36 conseils agricoles dans la zone d'intervention qui seront appuyés par 130 relais. Et c'est tous des jeunes qui sont dans la zone d'intervention de la Sodagri et qui vont venir appuyer ou renforcer le dispositif de conseil que nous avons. Un accent particulier sera mis au niveau du bassin de l'Anambé dans tout ce qui est technologie. Nous allons vraiment aller vers la digitalisation de ces parcelles pour avoir en temps réel la situation de chaque parcelle au niveau du bassin de l'Anambé. Malgré ces quelques soucis notés dans la contre-saison, les producteurs entament la campagne hivernale avec beaucoup plus de détermination afin d'accroître la production. Le président malien en pleurs est consolé par son homologue Macky Sall. La vidéo est devenue virale depuis une semaine sur le net. Beaucoup situent ces larmes dans le contexte actuel de crise sociopolitique du Mali. En réalité, la vidéo date du 17 juillet 2019 lors des funérailles de Ousmane Tanor Dieng. Écoutons Samba Djalimpa Badji, rédacteur en chef de Africa Check. Il est joint par Cheikh Hassan Afal. Une des raisons de la viralité, c'est que cette vidéo est sortie ou est ressortie sur les réseaux sociaux au moment où on annonçait le déplacement de chefs d'État ouest-africains au Mali, dont Macky Sall. Donc, en sortant la vidéo dans ce contexte, ça rend l'information ou la fausse information, en tout cas, ça rend ce qui est dit plausible. Puisque c'est présenté comme que IBK, face à la pression de la rue, est en train de pleurer et se fait consoler par Macky Sall. Donc si on y prend garde, on va le croire parce que dans nos têtes, on sait que Macky Sall, avec d'autres chefs d'État africains, se rendent à Bamako et on peut penser qu'ils sont déjà à Bamako. Donc ça joue aussi. L'actualité internationale nous mène au Mali où Mohamedou Bouhari, Mamadou Issoufou, Alassane Ouattara, Nana Akufo-Addo et Macky Sall ne sont pas parvenus à faire accepter à l'opposition malienne leur plan pour sortir le pays de la crise. Ils ont rencontré dans un hôtel de la capitale malienne l'imam Mahmoud Dicko qui à sa sortie a déclaré que rien n'a bougé pour le moment. Les présidents, eux, restent optimistes et ont informé de la tenue d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO ce lundi par visioconférence. En Côte d'Ivoire, Tchemoko Maïlé Koné, l'actuel gouverneur de la CEDEAO, serait pressenti pour diriger le gouvernement après le décès le 8 juillet dernier de Amadou Gon Coulibaly. En 2007, l'ex-premier ministre Guillaume Soro l'avait nommé directeur de son cabinet. Tchemoko Maïlé Koné est originaire de Fercé-Dougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. En France, des tests sont obligatoires pour les voyageurs en provenance de 16 pays en liste rouge. L'annonce a été faite par le Premier ministre français Jean Castex ce vendredi. Cette décision a été prise à l'occasion d'un conseil de défense axé sur la propagation de la pandémie de coronavirus dans le monde qui suscite des appels en renforcement des contrôles aux frontières.
La page des sports à présent et nous accueillons Pape Malick Diaw. Bonsoir. Bonsoir, Osama Monique Sagna. C'est presque la fin des championnats européens et les Sénégalais se sont largement illustrés lors de cette saison 2019-2020. Tout à fait. Les championnats européens de football arrivent à leur terme et certains sont terminés, d'autres jouent leur ultime et dernière journée. Plusieurs joueurs sénégalais ont pu réaliser de très bonnes saisons, des titres à la fin pour certains. Mohamedou Fodé Gassama a fait le tour et le tri. Les footballeurs sénégalais évoluant en Europe ont connu des saisons diverses. En Angleterre, Sadio Mané a gagné la Premier League avec Liverpool. L'enfant de Bambali, qui a découvert la Premier League en 2014 avec Southampton, a planté 17 buts et distillé 7 passes décisives. Ismaël Sarr, lui, doit réaliser un exploit avec son club Watford pour espérer se maintenir. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives en 28 rencontres disputées, Ismaël Sarr voit son équipe se positionner à la 18e place du classement à une journée de la fin du championnat. Cheikhou Kouyaté et son Crystal Palace n'ont plus rien à jouer. Leur maintien est déjà assuré. En France, le championnat a été arrêté le 30 avril par la Ligue de football professionnel. Le classement offre au PSG de Idrissa Gana Gueye le sacre. Rennes de Maïdian et du potier Edouard Mendy est 3e et va participer à la Ligue des Champions. La saison prochaine, Moussa Wagué, qui a pu jouer quelques matchs avec Nice, a fini à la 5e place, mais doit retourner en Catalogne en début de saison. Alfred Gomis a lui fait une bonne saison aussi avec son club Dijon. Ils ont terminé à la 6e place et le gardien sénégalais est même élu joueur de la saison par son club. Souleymane Camara, qui a pris sa retraite récemment, a joué sa dernière saison avec Montpellier, qui a terminé 9e. Abdallah Ndour a fait aussi une saison correcte avec Strasbourg, 10e, mais a rejoint Omar Daf à Sochaux pour la saison prochaine. Metz, avec sa forte colonie sénégalaise, Ibrahima Niane, Habib Diallo et Opanguet, a réussi à assurer le maintien avec une belle saison du capitaine lorrain. Finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain reçoit la Saint-Étienne devant 5000 supporters. Après une longue pause de plus de 4 mois, le football français fait son retour avec une finale de la Coupe de France qui oppose actuellement la Saint-Étienne au Paris Saint-Germain. Une reprise qui a été effectuée devant 5000 supporters et qui oppose deux des plus grands clubs français en termes de palmarès, 19 titres de champion de France et 18 Coupes de France à eux deux. Champion de France avec le Paris Saint-Germain, l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye pourrait décrocher le doublé et répéterait ainsi la performance réalisée en 2011 avec Lille et deviendrait par la même occasion l'un des Sénégalais les plus titrés de la compétition avec 2 trophées actuellement. Sachez que la finale se joue, nous sommes à la pause et c'est le Paris Saint-Germain qui mène 1-0, un but marqué par Neymar Junior, et sachez que Kylian Mbappé a aussi est sorti de cette rencontre sur blessure, sur un tacle monstrueux de Loïc Perrin qui a d'ailleurs été expulsé de la finale. En Italie, c'est l'ouverture de la 36e journée. Tout à fait. Une rencontre très importante. Milan AC 6e avec 59 points reçoit à San Siro l'Atalanta Bergame 2e avec 74 points à 6 points du leader Juve qui a d'ailleurs été battu hier par l'Udinese. Le Milan AC court derrière l'Europa League, une place qui est actuellement occupée par l'AS Roma, et l'Atalanta Bergame a toujours une chance de décrocher la Scudetto ou bien le championnat, puisque actuellement l'Atalanta est à 6 points du leader et avec une victoire, l'Atalanta se rapprocherait avec 3 points derrière le leader, à savoir la Juve. Angleterre, Jordan Henderson, élu joueur de l'année par les journalistes. Effectivement, le capitaine du champion d'Angleterre, à savoir Jordan Henderson, 30 ans, a été sacré joueur de l'année lors du vote annuel des journalistes de FWA, à savoir Football Writers Association. Kevin De Bruyne de Manchester City, Marcus Rashford de Manchester United et ses coéquipiers Virgil van Dijk et Sadio Mané complètent dans cet ordre le top 5. Anderson succède donc à Ryan Sterling de Manchester City, mais il y a aussi un autre honneur en Angleterre, c'est le joueur de l'année. PFA vote des joueurs et non des journalistes. Celui-ci existe depuis la saison 1973-1974 et là aussi Sadio Mané a des chances de remporter ce petit trophée. Osama Monique Sana,
Sagna, c'en est donc tout pour cette page des sports. Merci beaucoup, Pape Malik Diaw, pour la page des sports. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tout de suite avec Khalifa Diakhaté pour la seconde partie de la Total Bloc d'information. Bonsoir.